Ah, l'analyse typologique, c'est quoi ça? Ah, je sais pas par quoi commencer. Aïe, 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 aïe. Oh, Père Noël, aide-moi. Il faut que je sache c'est quoi l'analyse typologique. Oh, c'est une bonne idée, ça. Je vais appeler ma direction. Ben, je vais appeler Nathalie Bigra. Ouais, OK, c'est ça. Allô, Nathalie, c'est Caroline. Ouais, écoute, je fais un projet là, pour Martin là, en méthode quantitative. Il faut que je fasse un film sur l'analyse typologique. Je sais pas ce que c'est. Tu peux-tu m'aider? Ouais? OK. OK, tu connais pas ça, mais OK, le livre que tu m'as prêté? Ouais, c'est bon. Ben écoute, je l'ai regardé, ce livre-là, là, mais il parle pas d'analyse typologique, pas en tout. OK, chapitre 15. Chapitre 15, ça dit l'analyse de classification par regroupement. C'est pas la même chose. Ah oui, c'est pareil! Ah, phew, hey, merci. OK, OK, là, je suis rassurée, je vais lire ça. OK, ouais, j'ai un bon point de départ, là, merci. OK, bye, merci. Ouf, OK, je vais lire mon chapitre 15, puis ça va être petit guidou. C'est super, ça. Super Caro arrive à la rescousse. Je vais faire tout le travail pour toi durant ton dodo. Ça va bien aller. Maintenant que tu as bien lu le chapitre 15, tu vas voir. Je maîtrise la situation. Attention! Garde ton cerveau actif car je vais te poser des petites questions de rappel de connaissances. Faites-le aussi à la maison. Alors, l'objectif principal. L'analyse typologique est surtout utilisée dans le domaine de la psychologie ou des sciences sociales lorsqu'on cherche à établir un profil, un modèle de comportement ou à mesurer des perceptions. Ce type d'analyse permet de faire un triage des données dans des contextes de recherche de type exploratoire afin de dégager des tendances générales. Caroline, toi qui pars toujours en classe de maternelle avec ton sac de boutons, tu places déjà les bases de la catégorisation. Regarde un exemple concret. Souvent, les enfants classent les boutons par couleur, parfois ils les regroupent par forme, les triangles ensemble, les carrés ensemble et les cercles ensemble. Ou encore, ils les placent par taille, gros, moyen, petit. Avec le matériel, il est complexe de voir tous les liens entre les boutons, car le gros carré rouge va bien avec le gros triangle rouge aussi. Et le petit carré rouge va avec le petit carré bleu. Ils ont une caractéristique commune. Aussi avec le petit triangle jaune. Mais il a deux caractéristiques avec le petit cercle bleu. Ah, ouf, on est tout mêlé. Ça semble simple avec du matériel concret, mais avec beaucoup de variables, ça devient complexe. Il faut utiliser un algorithme qui catégorise en faisant tous ces liens entre les individus et les caractéristiques de ces individus. Une chance. SPSS est là pour ça. En premier, tu dois bien préparer tes données et les choisir. Selon le but de ta recherche, tu vas établir les caractéristiques de tes sujets. Par exemple, l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la langue parlée. Ensuite, tu vas devoir choisir les variables qui vont te servir à établir des catégories. Quand tu choisis tes variables, tu dois savoir que ce type d'analyse est sensible aux variables extrêmes ou atypiques. Tu peux choisir de les éliminer au préalable ou encore tu peux décider de faire l'analyse avec la donnée incertaine et comparer ensuite le résultat en l'éliminant. Aussi, retiens bien que tes variables n'ont pas l'obligation de se distribuer normalement ou d'avoir des corrélations entre elles. Tu peux faire une analyse typologique en utilisant divers types de variables comme les variables catégorielles ou continues. Par contre, il est plus courant d'utiliser des variables ordinales. Tu as déjà vu tous ces types de variables au cours 1. Rappelle-toi. De plus, il est recommandé d'homogénéiser le poids des variables avant de les introduire dans l'analyse. Par exemple, on va ramener les variables sur une même échelle numérique de valeurs de 1 à 5. Ainsi, elles auront une importance égale. C'est le moment de la première question de rappel de connaissances, où je vous le souhaite, une expérience positive. Alors, laquelle des types de variables est la plus souvent utilisée en analyse typologique? 1. La variable catégorielle. 2. La variable ordinale. 3.
la variable relative. 4. La variable proportionnelle. La variable ordinale. Le choix de la méthode d'analyse. Il y a plusieurs méthodes et SPSS nous offre quelques possibilités. Seulement 2 méthodes seront expliquées ici, soit la méthode hiérarchique ou la méthode par nuée dynamique. Voici quelques éléments pertinents à garder en tête pour choisir la méthode appropriée. Pour la méthode hiérarchique, la taille d'échantillon, si elle est plus de 1000, ça va amener un temps d'exécution excessif. Et avec cette méthode, il n'est pas nécessaire de spécifier le nombre de catégories. Par contre, les variables extrêmes vont demeurer isolées des catégorisations assez longtemps avant d'être intégrées dans une catégorie. Avec la méthode de la nuée dynamique, SPSS peut exécuter un échantillon de grande taille sans problème. Il faut par contre spécifier au préalable le nombre de catégories que l'on souhaite. Et ici aussi, les variables extrêmes vont amener une analyse qui peut être confuse ou difficile à interpréter. C'est préférable de les retirer à ce moment-là. Voici un exemple concret avec des données qui concernent les formes. Afin de mieux comprendre comment SPSS traite les variables, je me suis amusée à créer un fichier de variables de forme avec des boutons dans Excel. Voici comment utiliser SPSS. Super Caro a utilisé un tableau Excel pour consigner les variables avec l'exemple des boutons. Alors, on télécharge le fichier Excel dans SPSS. Alors, on voit ici la description et les 4 variables, la forme, trou, couleur, grosseur. Alors, il s'agit de faire une analyse typologique, ça veut dire qu'on doit aller dans Classifier. On va lui demander la méthode cluster hiérarchique en premier. On va aller sélectionner les variables couleur, grosseur, trou, forme. On va demander à SPSS d'étiqueter par description des formes. Ce qui est important, c'est d'aller demander à SPSS de produire un dendrogramme horizontal, c'est intéressant. Dans Statistiques, je crois qu'on laisse ça comme ça. La méthode, ça va aussi. Dans mon chapitre, on dit d'aller sélectionner la méthode de Ward. Alors, chapitre 15 précisait cela. Donc, on fait OK. Et on va pouvoir voir les clusters, les regroupements qui sont produits à cet effet. Donc, on voit ici que SPSS a regroupé les individus de l'échantillon en identifiant ceux qui ont le plus de caractéristiques identiques possibles. Par exemple, dans le premier groupe, on remarque que SPSS a rassemblé les petits cercles rouges. Ces individus possèdent 3 caractéristiques communes sur 4. Dans le deuxième groupe, SPSS a rassemblé les petits carrés rouges, qui eux aussi possèdent 3 caractéristiques identiques sur 4. Dans le troisième cluster, on a les grands carrés rouges et dans le quatrième, les grands cercles bleus. On remarque par ailleurs qu'on avait dans notre échantillon un individu atypique. C'est pour ça que le petit carré bleu s'est retrouvé tout seul au premier classement. Une fois que SPSS a formé ses clusters de départ, il tente de les regrouper à un deuxième niveau en examinant à nouveau ceux qui ont le plus de caractéristiques communes possibles. Par exemple, nos petits cercles rouges possèdent 2 caractéristiques sur 4 en commun avec nos petits carrés rouges. Ces 2 clusters sont petits et rouges. SPSS les a donc connectés ensemble, et ainsi de suite, jusqu'à regrouper l'ensemble des 25 individus de notre échantillon initial. On peut aussi procéder par la méthode de nuée dynamique. Dans cette méthode, SPSS exécute un calcul qui détermine l'écart entre les valeurs des variables pour chaque individu. Il regroupe ensuite les individus qui possèdent le plus de similitudes entre eux, et ce, en fonction du nombre de clusters qu'on lui demande. Ici, on lui a demandé 3. Donc, SPSS catégorise les individus de l'échantillon en fonction du nombre de variables de même valeur qu'ils ont en commun. Par exemple, si j'ai 10 boutons dont le tiers possède 3 caractéristiques communes sur 4, SPSS va en faire un groupe ou un cluster. La description et l'interprétation des résultats est facilitée par la représentation graphique du dendrogramme. SPSS, par l'analyse typologique,
veut décrire des groupes. Il cherche toujours à maximiser l'homogénéité à l'intérieur des groupes et l'hétérogénéité entre les groupes. C'est le moment de la question de rappel de connaissances numéro 2. Alors, comment appelle-t-on le tableau illustrant les classifications hiérarchiques? 1. Tableau de cluster. 2. Dendrogramme. 3. Graphique hiérarchique. 4. Dendrogramme. Dendrogramme. Maintenant que tu comprends bien avec cet exemple concret des boutons que tu aimes tant utiliser à la maternelle, Caroline, voici un exemple qui s'applique dans un domaine de la recherche en petite enfance. J'ai eu accès à des données de l'ECDEM, donc des résultats de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 2017. Alors, dans ces études-là, on compare souvent les enfants et les commissions scolaires. Alors, je suis allée chercher 20 commissions scolaires. J'ai extrait 4 variables issues du questionnaire qui a été complété par les enseignants au niveau de leur perception par rapport au développement physique des enfants. Donc, j'ai gardé 4 variables ici. Donc, je vais aller demander à SPSS une analyse de classification, donc classifier. Et moi, je préfère le cluster hiérarchique comme je n'ai pas beaucoup de données. J'ai choisi mes 4 variables. Je veux étiqueter par mes observations par commission scolaire. Bien sûr, au niveau des tracés, ce qui m'intéresse, c'est de cocher le dendrogramme afin d'avoir un tableau qui facilite l'interprétation. Je fais poursuivre, ensuite OK. Et donc, je vais avoir accès au regroupement et au dendrogramme. Ce qui est intéressant ici, juste à première vue, le premier regroupement qui a été fait par SPSS, Marguerite Bourgeois, Montréal, Pointe-de-l'Île sont regroupés. Donc, SPSS considère que ces 3 commissions scolaires-là de l'île de Montréal ont des similarités. Il a aussi fait un groupe ici avec la commission scolaire Rouyn-Noranda, Saint-Jean, Lac-Saint-Jean, Saguenay, les affluents, et les premières seigneuries. Il en a formé un groupe ici aussi. C'est le moment d'aller voir une publication de recherche. Tu vas trouver un texte dans la Revue des sciences de l'éducation très pertinent au sujet de la préparation des enfants de la maternelle à l'école. Allons survoler cet article, publié par Christa Jappel, Pierre Lapointe et Maude Belleville, qui présente une analyse typologique. Cette étude visait à examiner l'état de la préparation des enfants de la maternelle dans la région de Montréal selon diverses habiletés physiques, sociales, cognitives et affectives. Et cette recherche utilisait l'analyse typologique pour distinguer 4 profils d'enfants. Pour recueillir des données, les chercheurs ont utilisé un instrument de mesure du développement de la petite enfance, soit l'IMPDE, qui signifie l'instrument de mesure du développement de la petite enfance. Cet instrument servait à évaluer les perceptions des enseignants sur le niveau de développement des enfants en utilisant une échelle de 1 à 5. Par exemple, on pouvait demander aux enseignants comment évaluez-vous son habileté à relater un fait vécu avec une échelle d'excellent à très faible? Ou bien, diriez-vous que cet enfant respecte les consignes avec une échelle de souvent à jamais? De plus, les chercheurs sont allés chercher des données pour connaître les caractéristiques personnelles des enfants. Au niveau de leur méthode d'analyse de données, ils ont commencé par une procédure d'analyse par classification hiérarchique en vue de déterminer des profils de préparation scolaire. Alors, les groupes qui ont été répertoriés avec l'analyse typologique, ce sont les groupes des enfants dits matures, les enfants dits en difficulté d'adaptation, les enfants en difficulté d'apprentissage et finalement les enfants à risque. Suite à l'analyse typologique, les chercheurs ont pu poursuivre avec d'autres types d'analyses, tels que des tests de corrélation, pour voir les relations entre les caractéristiques des enfants et leur profil de préparation. Alors, la relation, la répartition des enfants, et ici, c'est en relation avec la langue parlée ou le lieu de naissance. Caroline, tu peux maintenant comprendre un texte scientifique qui utilise l'analyse typologique. C'est merveilleux! Ta lecture est maintenant améliorée grâce à tes découvertes et tes nouvelles connaissances.
J'espère qu'il en est de même pour vous à la maison. Parlons, en conclusion, des forces et des limites de l'analyse typologique. Alors, l'analyse typologique permet une grande marge de liberté aux chercheurs. Par contre, elle peut aussi amener à des interprétations biaisées ou trop généralisées. C'est l'heure de te réveiller. Allez, hop, on se lève. Wow, j'ai tout lu, puis j'ai tout compris en dormant. Aïe, aïe, tout est clair maintenant. Hey, merci, super Caro. Maintenant, je sais ce que c'est que l'analyse typologique. J'ai juste à faire mon vidéo, mon film. Tout est beau. Mais comment ça se fait que t'es pas venu m'aider pour mon examen? Je veux dire, la semaine passée, t'aurais pu venir m'aider, là? Aïe, 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 aïe. OK, ben au moins, je vais me reprendre avec mon film. C'est super.